Bonjour François. Bonjour Georges, bonjour à tous. Ça va? On te laisse régler le. Ça vous va en termes d'image? Je sais pas, moi j'arrive pas à bien voir. Ouais, tu peux remonter un peu la caméra parce que Voilà. tu es. Voilà, c'est bien. C'est que tu Allez. avais fait le focus sur tes boutons de chemise. Bon. Ah, je me demandais sur quel bouton encore tu allais me dire qu'on faisait un focus. Bon. Bon, merci d'être venu sur notre matinale. Désolé, on a pris un peu de retard Avec plaisir, ce merci de matin. l'invitation. Et on te libérera à 11 heures ou un petit peu avant pour que tu files avant que ne sonne le gong. Exactement. Euh, on a introduit en parlant de notre adorée Madame von der Leyen, qui s'est exprimée depuis Davos en menaçant la Chine, menaçant la Russie, faisant les gros yeux aux États-Unis, et puis après en disant qu'il y aura sûrement une solution avec les États-Unis, et puis en proposant un partenariat à la Chine après l'avoir menacée d'une guerre commerciale. Euh, les dirigeants européens ont l'air un peu perdus, non? Toi qui es un fin connaisseur de ce qui se passe dans l'Union européenne, et en particulier dans ces instances à Bruxelles, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce qu'il se passe chez nos dirigeants européens? Écoute, on va jeter un coup d'œil à ce qui s'est passé ces dernières semaines, juste si tu permets, parce que j'ai entendu un petit peu la discussion que vous avez eue juste avant. Je voudrais dire un mot et lancer une piste qui n'est pas sans lien avec la discussion qu'on va avoir. Moi, je fais actuellement l'analyse que l'un des grands dangers qui est devant nous, en termes de politique internationale, mais nationale, je crois que c'est la même chose, c'est le campisme. Je dis que c'est l'un des dangers, mais je dis que ça ouvre une perspective de réflexion. Qu'est-ce que c'est que le campisme? Vous savez bien ce que c'est les uns et les autres, c'est-à-dire que quand deux idées principales se font front et qu'on est dans une polarisation, eh bien, quand on a une idée avec laquelle on n'est pas d'accord, ou quand on a un adversaire politique ou idéologique, on peut avoir tendance à prendre la défense de l'autre camp pour s'en servir et pour dire l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et je crois que c'est quelque chose qui ne marche pas comme ça et que dans la période de polarisation exacerbée dans laquelle nous sommes sur les relations internationales ou sur les relations politiques dans notre pays, c'est un grave défaut et c'est un grave travers. Et je pense que les gens qui seront capables de rompre avec ce campisme-là seront à même de reproposer et de proposer une nouvelle sortie, une nouvelle orientation émancipatrice et agrégatrice. Voilà, qui permettent de faire du commun. Je le mentionne juste comme ça parce que on y est tous confrontés, notamment sur la politique internationale aujourd'hui avec les sorties de Donald Trump et d'Elon Musk. J'entendais que dans les gens qui regardent cette émission, c'est logique, il y a de tout. Et parce qu'on n'est pas d'accord avec la logique de l'Union européenne, on va y venir dans un instant, ou de M. Macron ou de nos dirigeants, et ben finalement, on a plutôt tendance à se dire que c'est quand même sympa, les gens qui remuent le cocotier comme M. Trump ou M. Musk, mais enfin, ça ne doit pas nous obliger à nous mettre dans leur sillage. De la même manière que cette histoire de campisme, on le voit sur la scène nationale qui est gangrénée, vous savez que c'est mon analyse depuis un certain temps déjà, par la tripartition de l'espace politique, qui est quelque chose d'extrêmement artificiel, qui assigne les gens à résidence électorale et donc qui les oblige à être dans un bloc, dans l'un des trois blocs ou dans un autre, qui induit derrière ce que j'appelle des stratégies du socle, c'est-à-dire qui fait que chaque camp se polarise à l'excès sur son propre camp, sur son propre socle, pour essayer qu'il soit le plus fort possible, mais sans chercher à l'élargir, et ce qui a conduit aux élections législatives dernières à ce que j'avais appelé, parce que j'aime bien le sport et le basket, à la triple-double partition. Vous savez, un triple-double en basket, c'est quand on réussit, on a trois lignes de statistiques à deux chiffres. Ben là, la triple-double partition, ça veut dire que chaque bloc se construisait non pas en proposant un programme, mais par le rejet des deux autres blocs. Donc double rejet, triple double partition de l'espace politique. Bon, et ben ça, c'est du campisme intérieur, c'est du campisme électoral. Et donc, je pense, je mets le mot dans la discussion pour aujourd'hui, mais peut-être pour demain aussi, parce que ça me semble un élément important d'analyse. Et la discussion précédente m'y a fait penser. Donc moi, j'aurai l'occasion d'essayer de retravailler sur ce sujet-là dans les semaines à venir. Excuse-moi
pour cette incise, Georges, mais je Non, non, trouve c'est que intéressant le sujet du campisme, c'est très intéressant et on est tous, on peut y être tous confrontés, en particulier effectivement sur les questions, heu, internationales, mais tu le décris très, très bien en France. On a un vrai problème. et donc la sortie du campisme est, à mon avis, une piste à travailler. Voilà. Pour revenir à ta question, bon, ce qu'il faut constater, d'abord, c'est qu'au moment où les États-Unis sont passés à l'offensive, on ne peut pas dire autre chose sur la scène internationale, je ne sais pas si c'est une vision impérialiste, c'est à tout le moins une vision expansionniste, notamment, euh, on doit constater que d'abord, il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu de réaction du côté européen pendant une quinzaine de jours. C'est pas anodin de le dire. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'au même moment, Madame von der Leyen était à l'hôpital, a été hospitalisée pendant une semaine pour ce qu'ils ont appelé une pneumonie sévère. J'en profite pour dire d'ailleurs qu'à cette occasion, l'information a été cachée. La Commission européenne a communiqué pendant une semaine pour dire que Mme von der Leyen travaillait depuis chez elle, avant de se résoudre à dire ce que beaucoup de gens savaient déjà, à savoir qu'elle avait été hospitalisée. Sauf que cette hospitalisation de Mme von der Leyen a eu lieu au moment même où Elon Musk faisait ses sorties et ses déclarations sur l'AfD en Allemagne, est intervenu dans le débat au Royaume-Uni, au moment où M. Trump faisait ses déclarations sur Panama, sur le Canada, sur le Groenland. Donc l'offensive américaine était en cours et rien ne s'est passé en Europe. Je ne dis pas au sein de l'Union européenne, rien ne s'est passé en Europe. Mais rien ne s'est passé en Europe. Pourquoi? Parce que l'Union européenne n'a pas bougé. Donc il faut comprendre que nos dirigeants nationaux ne se sentent pas d'une certaine manière la légitimité pour intervenir parce qu'ils ont délégué cette compétence à l'Union européenne. Ils l'ont délégué et l'Union européenne s'en est saisie puisque la nouvelle commission von der Leyen, la commission von der Leyen 2, celle qui relève des élections européennes du mois de juin, est une commission, on l'avait analysé ici, Georges, avec toi, qui est extrêmement resserrée, qui est totalement à la main de Mme von der Leyen, qui est composée de personnalités de second plan et de pays qui, sans vouloir les dénigrer, sont des pays de moindre poids sur la scène géopolitique internationale. Donc, en fait, il ne s'est rien passé parce que Mme von der Leyen n'a pas pu parler et parce que les autres pays ne s'en sentaient pas la légitimité, mais parce qu'ils étaient aussi en désaccord. C'est le deuxième point. On a Mais vu ce que tu veux dire alors, François, c'est que, alors qu'on sait qu'il y a un processus de fédéralisation de l'Union européenne qui est en cours, à petits pas, à bas bruit, derrière dans le dos des peuples, tu veux dire que tu observes là le fait que c'est quasiment acté, puisque en réalité, institutionnellement, Madame von der Leyen ne devrait pas avoir grand-chose à dire. Elle est toujours exclusivement la chef de l'administration de ce truc qu'est l'Union européenne. Normalement, ça devrait être toujours le Conseil européen et les chefs d'État de l'Union européenne qui devraient réagir. Or, tu dis, ils agissent déjà comme si on était dans un État fédéral. Il faut attendre que Mme von der Leyen sorte de sa grippe. je dis ça, je dis qu'il y a un basculement fédéraliste de fait sans qu'il ait été acté. D'abord parce qu'il a infusé dans les esprits des dirigeants européens. Quand je dis que dans leur esprit, ils ont déjà délégué la compétence, c'est qu'ils ne se sentent plus légitimes à agir par eux-mêmes et ils laissent faire la Commission. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'ils ne réagissent pas parce qu'ils ne sont pas d'accord non plus. Et ils voient bien que quand l'un ou l'autre prend la parole, mais finalement, ça amenuise la parole collective parce que on a bien vu entre M. Macron, qui était en train de dénoncer une internationale conservatrice, de l'autre côté, Mme Meloni, qui se rendait à l'investiture de M. Trump. Entre-temps, le Danemark, qui, comme l'a très bien expliqué sur cette antenne Emmanuel Todd, est quand même la porte d'entrée principale des États-Unis au sein de l'Union européenne, qui réagissait extrêmement mollement à la revendication américaine sur le Groenland, à ce qui se passait en Allemagne, où M. Scholz nous disait qu'il fallait, alors même qu'il avait été insulté ad hominem par Elon Musk, nous disait qu'il fallait quand même continuer à préserver les conditions d'un travail collectif avec les États-Unis. Donc, on voit bien que... Le fait qu'il y ait de grosses usines Tesla à côté de Berlin doit jouer un tout petit peu.
Bien sûr. Donc, il y a eu toute l'échelle, en fait, de la réponse entre Macron qui bombe le torse, entre ceux qui continuent à faire carpette et qui sont assujettis aux États-Unis, et ceux qui vont même jusqu'à faire allégeance aux États-Unis pour nouer des partenariats directs avec les États-Unis en pensant récupérer une forme j'allais dire de souveraineté, non pas de souveraineté, mais de puissance économique et de légitimité sur la scène internationale. Là, tu Donc ça, parles de c'est le. l'Italie, de Je Meloni, parle notamment de l'Italie, oui. de la Donc, Hongrie, de la Pologne, sûrement. voilà. Donc ça fait deux aspects. Et le troisième aspect qui conduit à cette fédéralisation de fait, alors qu'elle n'est pas actée dans les textes, c'est que nos dirigeants sont dévitalisés, sont tous dévitalisés. Et ça, c'est ce que moi j'analyse depuis longtemps, c'est ce que tu connais, c'est-à-dire ce que j'ai appelé l'ère de la démocratie minoritaire dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire qu'ils n'ont même plus l'assise dans leur cadre national pour pouvoir porter une parole de poids sur la scène internationale. C'est en ce sens que les rapports de force nationaux pèsent sur finalement l'atonie internationale au niveau de l'Union européenne. Regardez quel est le poids de la parole de M. Macron aujourd'hui sur la scène internationale. Non pas simplement parce qu'il a connu des rebuffades depuis des années sur sa question de souveraineté européenne ou à cause de ses erreurs au début du conflit à Gaza ou de son revirement de position sur l'Ukraine, mais parce qu'aujourd'hui, même au-delà de ça, tout le monde a bien compris qu'il est devenu quasiment un fusible sur la scène de son propre pays. Monsieur Scholz va être confronté à des élections le 23 février prochain. Pourquoi? Parce qu'il était dans un gouvernement théoriquement minoritaire, il a contourné la démocratie minoritaire en faisant ce que j'appelle une coalition grand chapiteau, c'est-à-dire hétéroclite, qui n'avait pas de sens avec des libéraux et avec les Verts. Bien sûr, ce truc a explosé sur la base de désaccords idéologiques, comme de bien entendu. Et donc, M. Scholz retourne aux urnes dans quelques semaines, a priori pas dans d'excellentes conditions pour lui. Et on pourrait faire le tour de tous ces pays de l'Union européenne, je ne parle pas de l'Autriche, etc., qui aujourd'hui sont confrontés à des blocages électoraux internes, sont confrontés à l'enquistement de la démocratie minoritaire et qui donc n'ont plus une parole de poids sur la scène internationale. Ces trois aspects-là, cet abandon intellectuel Pour la France, on l'a vu avec la situation en Afrique, où même les accords du Tchad, les accords militaires du Tchad qu'on a depuis 1958 sont dénoncés. Ce qui est vraiment la signature de ce que tu dis. Vraiment, ça ne sert plus à rien d'être allié avec la France. C'est pour ça que le phénomène de déclassement est un phénomène de double déclassement. Et c'est en ça que j'essaie de répondre à ta question. C'est-à-dire qu'il y a un déclassement de chaque pays au sein de l'Union européenne, et en premier lieu de la France, le déclassement de la France au sein de l'Union européenne et le déclassement de la France par rapport à ses partenaires, et le déclassement de l'Union européenne elle-même sur la scène internationale, et ça c'est le deuxième aspect. Mais ne serait-ce que l'idée d'affirmer ce double déclassement, de le constater, ce double déclassement, ça veut dire que si nous, en tant que France, en tant que Français, nous sommes déclassés au sein de l'Union européenne, qui elle-même est déclassée, ben, on a une idée un peu plus précise de ce que l'on pèse, ou plutôt de ce que l'on ne pèse plus sur la scène internationale. Parce que le déclassement de l'Union européenne lui-même est réel. Tu l'évoquais avec le discours finalement depuis Davos et bien tardif de Mme von der Leyen, qui se veut comme une réponse au discours d'investiture de M. Trump. Et ce qu'on constate finalement, c'est que l'Union européenne court après les autres. Autant les États-Unis, autant la Chine ont une vision stratégique, géopolitique et économique qu'ils mettent en œuvre. Autant l'Union européenne aujourd'hui n'a pas de stratégie propre en la matière et essaie de se raccrocher aux branches et de venir pleurer chez les uns et chez les autres en espérant qu'ils acceptent finalement de continuer à œuvrer et à travailler avec nous. C'est ça qui est ressorti quand même du discours de Davos de Mme von der Leyen. Alors, moi, je veux bien qu'on essaie de nous donner la sensation que c'est un discours fort, mais déjà, ça voudrait dire qu'on a délégué et qu'on a accepté de déléguer à Mme von der Leyen le fait de décider par elle-même, elle qui voulait créer un poste, je le rappelle, de présidente de la Commission, de présidente de l'Union européenne à l'occasion des élections européennes, plus simplement présidente de la Commission européenne, mais présidente de l'Union européenne, c'est ça qu'elle a revendiqué. Elle est en train de prendre ce Et elle poste. se comporte comme telle.
Et depuis plus de maintenant au moins 2 ans, en fait. Elle l'a fait sur l'Ukraine, elle l'a Oui, fait en en intervenant Chine. la première à Gaza après le 7 octobre, et elle le fait à nouveau puisque c'est elle qui porte non pas la parole commune, parce que c'est là que les choses basculent, elle n'est plus en train de porter la parole commune qui pourrait être définie au sein du Conseil européen par les chefs d'État des différents partis, mais elle porte une parole autonome de Bruxelles. C'est ça le grand basculement. Mais c'est une parole autonome qui est très inféodée aux États-Unis, puisque Madame von der Leyen, on sait personnellement de son parcours de vie, de son parcours politique, de ses accointances et de la manière dont elle laisse les États-Unis pénétrer, les différentes officines américaines pénétrer à Bruxelles, très très largement sous domination, sous influence états-unienne. Comment peut-elle imaginer que son discours soit d'une quelconque crédibilité, sachant cela? Je suis pas sûr qu'elle cherche à espérer qu'elle ait avoir une crédibilité. Je suis pas sûr que Madame von der Leyen soit dans cette idée de créer une union européenne forte. Je pense que son discours nous montre au contraire qu'elle a accepté le fait que le monde, le nouvel ordonnancement du monde est régi aujourd'hui par certains pays qui veulent exercer leurs intérêts et leur puissance, d'un côté les États-Unis, de l'autre la Chine. Elle n'a pas compris, elle n'a pas compris que la grande majorité des pays ne veulent pas être dans ce qu'elle appelle, je crois un peu à tort, le multilatéralisme, dans le sens où chacun devrait se mettre sous l'égide d'un bloc ou d'un autre, que tout le monde devrait se rallier soit aux États-Unis, soit à la Chine ou aux BRICS. Je crois que la plupart des pays dans le monde refusent même cette vision qu'on présente comme multilatérale. Moi, je pense que on est plutôt dans un monde où les pays veulent pouvoir, en fonction de leurs intérêts, traiter de telle ou telle question politique, économique, géopolitique, avec un pays, un bloc, une force, quelle qu'elle soit. Donc ils veulent avoir plusieurs fers au feu. Je crois que c'est ça qu'on voit dans beaucoup de pays qu'on appelle des pays du Sud global. Donc ils ne veulent pas être estampillés chez les uns ou chez les autres. Et faute d'avoir cette vision globale de la part de Mme von der Leyen, eh bien finalement ça la conduit, elle, à se positionner par rapport à ce qu'elle considère être un monde un petit peu figé. Donc elle ne revendique même plus ce que revendiquait M. Macron dans son discours numéro 2 de la Sorbonne. Vous vous rappelez, il avait fait son premier discours de la Sorbonne en 2017, juste après son arrivée au pouvoir. C'était le premier grand discours structurant sur la souveraineté européenne. Il a refait en 2024 un discours numéro 2 de la Sorbonne avant les élections européennes, qui était un discours où il parlait plus, enfin, il continue à parler bien sûr de souveraineté européenne, mais il a vu que cette idée n'avait pas suffisamment pris chez les autres. Donc, il a changé un petit peu le vocable, mais il dit la même chose sous le vocable d'Europe puissance. Vous savez, hein, l'Europe puissance, même Jacques Delors disait que l'Europe puissance était une illusion de Bruxelles. Bon, mais Macron, lui, il continue à y croire. Mais Madame von der Leyen, moi, je ne pense pas qu'elle soit dans cette idée d'Europe puissance. Je pense qu'elle ne pense pas imposer l'Union européenne comme l'un des acteurs majeurs, mais je pense que la position de suiviste des États-Unis, tout en maintenant quelques liens commerciaux, parce qu'elle est encore dans cette dimension de la globalisation merveilleuse, l'ouverture au maximum des frontières pour les marchandises, que tout ça apportera le bonheur commun. Je crois qu'on a surtout une erreur de logiciel, on a 20, 30 ans de retard sur la vision du monde qu'en ont les autres pays. Et justement, ça permet la transition. Tu dis qu'on a 20 ans, l'Union européenne a 20 ans, 30 ans sur les autres pays ou les autres blocs. Euh, Comment tu vois l'avenir de l'Union européenne, ou voir l'existence, parce que dans le fil, certains se demandent si l'Union européenne va tenir le coup. On a une France qui est dans une situation, dans une crise économique, une crise politique grave, une quasi-crise de la dette. L'Allemagne, donc l'autre, le premier moteur, soi-disant, de l'Union européenne, est en récession depuis maintenant plus d'un an, avec une désindustrialisation accélérée du fait de ces erreurs stratégiques sur l'énergie. On est en passe d'avoir une défaite de tous ceux qui ont tellement misé sur Kiev et Zelensky, d'avoir une défaite majeure en Ukraine, et des États-Unis qui vont en plus imposer bon, des taxes supplémentaires,
pourquoi pas intégrer conquérir le Groenland, et des gouvernements minoritaires, comme tu dis, dans quasiment tous les pays européens. Comment ça peut tenir, ça? Sachant qu'à chaque fois, en plus, ils ont rejeté la volonté des peuples quand on leur demandait leur avis par référendum. Comment ça tient? Alors, comment ça tient? D'abord, il faut constater ce qui est à l'œuvre aujourd'hui, et je reste sur l'actualité la plus brûlante. Davos. Il ne t'a pas échappé qu'il y a eu cette idée qui est remontée très fort de nous dire, tiens, et si on allait plus loin dans l'harmonisation et qu'on créait un vrai marché des capitaux au sein de l'Union européenne, on pourrait lever 300 milliards d'euros par an pour aller sur des investissements européens. C'est censé être la réponse au plan de Draghi. Stargate qui a été annoncé par Trump, qui fait Ça d'ailleurs fait débat. écho au plan Draghi, enfin Alors, au rapport Draghi. ça fait écho à deux choses. Mmh. Ça fait écho d'abord immédiatement au plan, à l'annonce Stargate de Donald Trump qui dit il faut 500 milliards d'euros et on va investir 500 milliards d'euros dans les années qui viennent. On va demander au privé d'investir 500 milliards d'euros pour créer d'énormes data centers, notamment sur l'intelligence artificielle. Et la réponse de von der Leyen, c'est nous, on a les moyens, on a 300 milliards d'euros d'épargne disponibles par an au sein de l'Union européenne. Il vous a pas échappé que ça arrive au même moment où en France, comme par hasard, on a le gouverneur de la Banque de France qui vient nous expliquer, et c'est repris en chœur par tous les médias bêlants derrière, qu'il y a trop d'épargne privée en France, qu'elle n'a jamais été aussi haute, et que ces Français, finalement, ça sert à rien, ils mettent leur argent sur leur livret A, parce que c'est de l'argent qui nourrit, certes, l'investissement national, mais bon, on ne sait pas trop quoi en faire. Donc il y a une Ça va tentative. taper un peu dans la caisse comme à Chypre? Ben, l'idée, c'est de détourner l'épargne qui a lieu actuellement en France et qui sert à nourrir les intérêts nationaux, notamment la question du logement par le livret A, mais plus seulement, de détourner une partie de cette épargne vers des projets d'investissement au niveau de l'Union européenne. Autrement dit, de plus servir simplement l'intérêt national, mais de servir les intérêts européens qui sont décidés par Madame von der Leyen. Moi, je vous le dis, il n'y a jamais de hasard dans les concordances des temps sur les différentes annonces. Quand le gouverneur de la Banque de France vient nous dire ça, nous dire qu'il n'y a jamais eu autant d'épargne en France et qu'au même moment, Madame van der Leyen, le jour même, est en train de nous proposer de faire glisser l'épargne des différents pays vers des projets d'investissement au niveau de l'Union européenne, il y a un glissement qui est prévu, qui est organisé. C'est ça qu'on est en train de nous construire. Autrement dit, en prenant cet exemple-là, très concret, qui est un exemple chaud puisqu'il date d'il y a 48 heures, ce qu'on voit, c'est que l'Union européenne n'a pas abandonné son projet, finalement, de supranationalité et de s'imposer par délégation aux autres États qui sont consentants. Je le redis, qui sont consentants, parce que moi, j'ai entendu personne s'opposer à cela dans le débat public depuis 48 heures. On a quand même quelques dirigeants politiques qui sont bien placés pour voir cela et qui, finalement, préfèrent se taire et laisser aller quand ils ne sont pas eux-mêmes complices. Je viens d'évoquer le nom du gouverneur de la Banque de France. Donc ça, c'est le premier point. L'Union européenne, elle continue, quel que soit l'objectif, et j'y viens, c'est mon deuxième point, elle continue à faire son travail de sape pour s'imposer sur les États-nations. Le deuxième point, c'est que Mme von der Leyen, elle a annoncé que, je parlais tout à l'heure du suivisme par rapport aux États-Unis, c'est-à-dire qu'elle acte des situations, des états de fait qui sont déjà passés et révolus. Par exemple, on voit très bien qu'on arrive au bout de la séquence et on se projette vers la sortie de crise du conflit en Ukraine, mais la réponse de Mme von der Leyen, c'est de dire on va toujours et on va continuer à se fournir plus encore vis-à-vis des États-Unis en énergie. Puisque M. Trump n'est pas d'accord et qu'il dénonce le déséquilibre commercial entre les États-Unis et l'Union européenne, eh bien, très bien, si M. Trump l'a dit, dans ce cas-là, nous, on va se fournir encore plus en gaz de schiste et en gaz liquéfié auprès des États-Unis pour rendre la balance commerciale plus accessible et soutenable, pas pour nous, pour les États-Unis. Donc, là encore, elle a un train de retard, mais volontairement, pour se placer dans ce suivisme américain. Et le troisième point, sur ce que tu évoquais sur l'Union européenne, c'est que moi, je crois que tout ça exacerbe les tensions
entre les différents pays. Et c'est vers cela qu'on va. On est dans une forme de sauve qui peut aujourd'hui de l'Union européenne. Quand j'évoquais le déplacement de Mme Meloni auprès de M. Trump ou auprès de monsieur Musk, quand on voit le chancelier allemand qui, il y a 2 mois, disait qu'il fallait, à l'époque, il fallait tout faire, ce sont ces mots, tout faire pour préserver et maintenir nos relations avec les États-Unis. Tout faire, ça veut dire le faire quoi qu'il en coûte, quoi qu'il se passe. Ça veut dire que l'axe stratégique allemand, avant même d'aller dans la construction et l'approfondissement de l'Union européenne, c'est d'abord de donner des gages aux États-Unis. Eh Et bien, Donald Trump le voit très très bien, ça se sent au mépris colossal avec lequel il traite tous ces dirigeants européens. très exactement. Voilà, il se saisit de la situation. Donc, on va aller dans une forme de sauve qui peut. C'est un sauve qui peut qui est dirigé outre-Atlantique, où chacun va essayer de donner le plus de gages possible. Mais en faisant ça, ça va exacerber nécessairement les tensions entre les différents pays. Et comme ces pays, tu l'as rappelé, sont des pays qui sont tous aujourd'hui, tous, si l'on accepte l'Italie, tous soumis au régime de la démocratie minoritaire, l'exacerbation des tensions entre ces pays sur la scène internationale va conduire à une polarisation et une radicalisation plus grande encore au sein de leur propre électorat dans leur débat politique. Et donc, on a quelque chose qui est en train de se nourrir finalement. C'est une pelote de laine qu'on est en train de dérouler. Et jusqu'où peut-elle mener? Elle peut mener sur 2 aspects. D'abord, c'est que ça va être les pôles de radicalité qui vont prendre la main. Ça va être une exacerbation des polarisations dans la vie politique. Et le deuxième aspect, c'est que beaucoup plus que d'essayer de prévoir et de construire les sorties de l'Union européenne, moi je crois que le scénario le plus envisageable aujourd'hui, c'est l'explosion de l'Union, enfin l'implosion plutôt de l'Union européenne, qui va pas forcément imploser en revenant en disant il ne reste plus rien, mais qui va imploser parce que les relations entre les uns et les autres ne sont plus possibles, parce que les intérêts nationaux deviennent trop divergents. Donc soit tous sont réduits à l'état zéro zombie, dirait Todd, de la vie politique internationale, et c'est l'Union européenne qui prend la main et qui fait l'allégeance aux États-Unis, soit ce n'est pas encore totalement le cas, ça implose entre les différents pays, et il y aura une reconstruction qui se fera en s'affranchissant de toutes les règles du jeu existantes au sein de l'UE aujourd'hui, mais qui se fera par des cercles concentriques d'intérêt. Voilà. Mais je crois que c'est ça qui est devant nous, et dans un avenir qui maintenant n'est plus un avenir de long terme, est un avenir de maximum moyen terme. Donc ce que tu nous dis d'une certaine manière, c'est que, pour reprendre les termes de Naomi Klein, von der Leyen et ceux qui la suivent nous préparaient une forme de stratégie de choc, profitant de la crise multisectorielle dans laquelle on est. Au sein de l'UE, c'est ce qu'ils essaient de faire. Ils essaient de profiter de la stratégie du choc. Mais la limite pour eux, aujourd'hui, c'est que pour réussir cette stratégie du choc, jusqu'à maintenant, je crois que c'est ça le nouvel élément, ils avaient besoin, et ils avaient, dans chaque pays, des émissaires coloniaux. Voilà. Nos dirigeants sont, depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, les émissaires coloniaux de Bruxelles. On peut le prendre comme on veut, mais c'est comme ça que ça se passe. Sauf qu'aujourd'hui, ces émissaires coloniaux eux-mêmes sont fragilisés. Donc, ils ne peuvent plus, parce que ils ont le coup de boomerang qui leur revient de la part des peuples qui ont bloqué en conscience, c'est mon analyse, qui ont bloqué en conscience les systèmes électoraux dans les différents pays. Ils ne peuvent plus aller vers cette délégation subreptice à Bruxelles. Elle ne peut plus se faire aussi vite. Donc, il y a la tentation de la stratégie du choc du côté de Bruxelles. Et dans ces différents pays, eh bien, si Bruxelles n'arrive pas à imposer sa stratégie du choc, ça veut dire qu'il y a la possibilité pour chacun, ou il y aura la nécessité pour chaque pays de se dire, eh ben, dans ce cas-là, il faut qu'on reprenne un petit peu la main sur nos intérêts nationaux et stratégiques, mais ça passe par la confrontation avec nos voisins et partenaires au sein de l'UE. On est dans ce grand moment d'incertitude, et ça va servir ceux qui, comme M. Macron, nous parlent toujours de visée existentielle.
Vous vous rappelez, hein, il nous a dit que la guerre en Ukraine était existentielle, que le salut de l'Union européenne pour les élections du mois de juin était existentiel. Bon, ben là, il va nous dire la même chose. Il va nous dire, soit on va vers un approfondissement de l'UE, soit on va vers le retour de la guerre au sein de l'Union européenne, en commençant par la guerre commerciale, mais si on va vers la guerre commerciale, les tensions vont encore s'exacerber, etc. Donc on va avoir ce positionnement-là qui va se mettre en place. Alors, compte tenu de ce tableau tragique que tu fais, que Désolé. pouvons-nous faire? Non, non, mais c'est très, très bien. C'est une analyse remarquable, et je te remercie de la livrer aussi brillamment sur Fréquence Populaire. Euh, la question que je vais te poser maintenant, c'est que faire? Comme disait l'autre, puisque avant-hier, c'était si je ne me trompe pas, le 100e anniversaire du décès de Lénine. Donc, euh, que faire dans cette situation? Euh, Bien sûr, on a toujours la possibilité, ce qu'on fait ici, avec Fréquence Populaire, et que font d'autres, de réinformer, d'analyser, de faire de l'éducation populaire, de, de- de montrer autrement ce qu'il se passe, mais comment pouvons-nous euh, agir? Et quelle est quelle est la course politique que tu proposes dans cette situation, pour la France au moins? Bon, d'abord, la première chose est une question de principe. Le cadre où s'exerce le plus naturellement la souveraineté populaire est le cadre national, parce que c'est là qu'on définit et que se définit le corps politique. Donc, il ne t'étonnera pas que je propose une réponse d'abord à l'échelle nationale. C'est le premier point. Mais pourquoi est-ce que je propose une réponse à l'échelle nationale? C'est parce que c'est ce que j'ai évoqué juste avant. Je considère que la démocratie minoritaire, l'ère de la démocratie minoritaire qui s'est imposée au sein de l'Union européenne est un phénomène qui sert les intérêts potentiellement de Bruxelles. Donc rompre avec l'ère de la démocratie minoritaire est un besoin vital pour nous. On n'a pas à essayer de jouer avec cela, parce que je comprends bien les intérêts électoralistes de certains qui se disent la démocratie minoritaire, c'est très bien, c'est un raccourci potentiel vers le pouvoir, parce qu'à partir du moment où il y a une tripartition, il suffit de faire 25%, et que si on a un socle suffisamment solide par le rejet des autres, on arrivera à être élu. Ça, c'est une stratégie électoraliste. Mais ça permet peut-être d'ailleurs, non, en l'occurrence, mais tous ces gens pensent que ça permet de prendre le pouvoir, mais ils n'ont rien changé une fois qu'ils ont fait ça. Donc d'abord, il faut rompre dans nos propres pays, et à commencer par la France, avec la logique de la démocratie minoritaire. Rompre avec la stratégie de la démocratie minoritaire, ça veut dire, c'est la conséquence immédiate, proposer un projet qui est l'inverse de la démocratie minoritaire, qui est donc un projet à perspective majoritaire. La question se pose alors, si on propose un projet à perspective majoritaire, sur quelle base? Quel est l'élément agrégateur? Quel est l'élément qui va faire sens commun entre les uns et les autres? Quel va être ce nouveau sacré, comme le disait à l'époque Régis Debray quand il parlait de la nation? Oui, parce que pour le moment, le fait majoritaire politique qui pend au nez, c'est le Rassemblement national. Ça, c'est le fait électoral qui pend au nez Électoral. de tout le monde, parce que ça semble l'issue la plus évidente. Ça semble l'issue la plus évidente aussi, et je suis désolé, j'y reviens, parce que je parlais des stratégies du socle il y a un instant. Bien sûr que le Rassemblement national est dans une stratégie du socle, mais la différence par rapport aux autres, c'est que le Rassemblement national est dans une stratégie du socle depuis une quarantaine d'années, et qu'ils ont progressivement, comme leur socle était déjà constitué, rompu avec leur stratégie du socle, et qu'ils apparaissent, je laisse chacun juger si c'est véridique ou pas, mais ils apparaissent aux yeux de beaucoup de Français comme des gens qui proposent au contraire un projet plus large et plus agrégateur. Ils ont un discours qui s'adresse, quand bien même ils proposent, hein, moi c'est mon analyse, une partition de l'espace politique, mais malgré tout, ils apparaissent aux yeux des gens comme des gens qui proposent un projet qui peut rassembler, voilà, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec. Donc, ils ont un coup d'avance. Donc, tous ceux qui continuent à être enfermés dans la tripartition et dans les stratégies du socle, ils peuvent continuer à jouer, mais soit le bloc central arrivera toujours à aller piocher suffisamment d'un côté ou de l'autre pour se maintenir en place, c'est ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, soit l'issue, elle sera du côté du Rassemblement national, parce qu'ils ont une avance
temporelle, et il n'est pas vrai, dans une expression qu'on connaît bien, toi et moi, à une époque, certains disaient qu'ils faisaient la course avec le Front National ou le Rassemblement National, mais les uns et les autres disaient qu'ils couraient plus vite que le Rassemblement National. On constate aujourd'hui, il faut bien en faire état, que ce n'est pas vrai. Voilà, ceux qui poursuivent le Rassemblement National ne courent pas plus vite actuellement que le Rassemblement National. Donc il faut acter que si l'issue n'est pas le maintien de la stratégie du bloc central dans la tripartition qui arrive à agréger par sa gauche et par sa droite, eh ben, l'issue, elle sera naturellement du côté du Rassemblement National. Voilà. Donc il faut à un moment donné être lucide sur les issues, sur les issues politiques. Donc ça, c'est la sortie électorale. La sortie politique, c'est, je disais, le nouveau sacré. Qu'est-ce qu'on définit comme nouveau sacré? Je crois que c'est ça, là, où il y a besoin de faire du jus de cervelle chez les gens qui sont en train j'espère, de réfléchir. Moi, j'en vois pas beaucoup, malheureusement, sur la scène politique aujourd'hui. Je ne vois pas beaucoup de gens qui essaient de proposer quelque chose de nouveau. C'est un peu un problème. Moi, je viens de vous le dire, je viens de mettre, non pas une piste, enfin si, une piste, mais non pas un objet en tant que tel. Quand j'ai commencé tout à l'heure par cette histoire de la lutte et de la définition par rapport au campisme, du positionnement par rapport au campisme, on a potentiellement quand même, il y a potentiellement quelque chose à travailler là-dessus. Parce que le campisme est ce qui touche naturellement tout le monde, mais qui en même temps nous perturbe au fond de chacun d'entre nous. Voilà. On a tous envie de dire je suis bien content que Elon Musk rabaisse Emmanuel Macron. Et en même temps, je ne suis pas d'accord pour que M. Elon Musk vienne se mêler des affaires de mon pays. Voilà, je suis désolé de vous le dire. Ce n'est pas mon truc. Voilà. Que les Américains viennent nous dire ce qu'ils pensent et ce qu'il faut faire chez nous, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, je ne me rangerai pas derrière et en soutien de cette ingérence américaine dans notre vie politique souveraine et nationale. Voilà. C'est exactement ce qu'on a fait ici, ce que tu décris. Voilà. Mais je crois, voilà, qu'il y a des choses à travailler un petit peu collectivement sur ces différents aspects-là, mais ça passera d'abord par le cadre national. Je crois que la lutte contre l'Union européenne en tant que telle, en disant on va la faire exploser, on perd de l'énergie. Elle implosera d'elle-même par l'exacerbation des tensions dans un moment qui est un peu un moment on se dirige vers ce moment paroxystique aujourd'hui. Donc, il faut au contraire s'y préparer pour être capable de reprendre la main dans les cadres qui nous permettent de refaire derrière du sens commun, c'est-à-dire dans le cadre national. Désolé, je n'arrivais pas à décrocher mon micro. Très bien. Ça fait beaucoup de conditions à dépasser. Le problème, c'est qu'on a effectivement un espace politique en France qui est très largement occupé par des gens qui, comme tu l'as décrit, espèrent toujours en cette politique du socle et qu'ils incarnent, enfin, en tout cas médiatiquement, mais malheureusement très fortement auprès de la population, la contestation, alors qu'en face, on a le Rassemblement national qui, lui, incarne malheureusement, je pense, pour beaucoup, l'espoir. Même si, quand on regarde ce que dit et ce que fait Bardella à l'Union européenne, n'incite pas à espérer de grands changements, si jamais il devait arriver au pouvoir. Oui, mais tu vois, j'ai évoqué, on a évoqué la question du campisme, il y a la question des affects et de la forme qui se pose. Aujourd'hui, moi, je pense que là aussi, il faut prendre du champ et regarder avec un petit peu de hauteur les choses. Moi, je fais partie de ceux qui ont beaucoup porté, à l'époque où ils étaient dans la sphère militante, cette idée de séquence destituante, c'est-à-dire l'envie de faire table rase un petit peu de nos dirigeants politiques et des politiques qu'ils mettaient en œuvre. Je considère que le moment électoral le plus important de la séquence destituante, c'est 2017. C'est l'élection destituante par excellence. Et ce n'est pas un hasard si en 2017, hein, c'est Macron qui fait irruption, c'est Jean-Luc Mélenchon qui fait irruption en passant de 4 à 7 millions de voix, ce qui est se représenter ce que c'est. Hein. 4 millions, c'est 2012. 7 millions, c'est 2017. En termes de saut, c'est autre chose.
je minimise pas la campagne de Mélenchon en 2022, mais c'est autre chose que de passer de 7 millions à 7,6 millions, comme il l'a fait entre 2017 et 2022. Le grand moment destituant, y compris de ce côté-là de l'échiquier politique, c'est 2017, et du côté du Rassemblement national aussi, bien sûr, puisque c'est en 2017 que Madame Le Pen réatteint le deuxième tour de l'élection présidentielle et se pose pour la première fois en alternative à terme d'un point de vue électoral. Donc, je resitue ce moment destituant. Le moment électoral, institutionnel, destituant le plus important, c'est 2017. Le moment populaire destituant le plus important, il est juste après. C'est les Gilets jaunes. Voilà. Ça, c'est le moment destituant. Mais ça a été, il nous reste pas beaucoup de temps, mais ça va être ma dernière question. Est-ce que le moment destituant ne va pas venir du peuple comme il est venu failli venir avec les Gilets jaunes? En tout cas, il a été une forme d'ersatz avec les Gilets jaunes. Eh bien, justement, j'y viens. Donc là, on a la séquence destituante. Sauf que, je crois qu'il faut l'acter aussi, la séquence destituante, c'est un petit peu tari au moment du Covid. Parce que les gens ont voulu retrouver des formes de protection, quand bien même ils étaient toujours dans une démarche en se tournant vers les autres. C'est-à-dire que la séquence destituante n'était pas terminée. Il y avait toujours le prolongement de ce moment destituant, mais il y avait le début de l'envie de faire les choses un petit peu différemment. C'est notre amie commune Charlotte Girard qui avait eu cette très belle expression qui parlait à l'époque des solidarités repliées au moment du Covid. Donc, on est dans ce moment qui reste destituant, mais qui n'est plus le moment simplement destituant. Les gens veulent recréer aussi quelque chose. Il y a le début d'une aspiration un petit peu reconstituante là-dedans. Donc, on a les deux à la fois. Ce que je veux dire, c'est que si je traduis ça en termes politiques, ça veut dire que les gens attendent de la radicalité, mais pas de conflictualité. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans ce moment de polarisation politique, mais celui ou celle qui arrivera à en sortir en continuant à proposer, enfin en proposant plutôt, pas en continuant à proposer, en proposant désormais des solutions radicales, mais non conflictuelles, radicales sur le fond, mais pas avec une forme conflictuelle, prendra un positionnement. Si derrière, il arrive à trouver l'élément commun et agrégateur que j'évoquais, pour refaire sens commun auprès du plus grand nombre. Donc, est-ce que ça passera? Est-ce que ça se construira dans le peuple ou est-ce que ça se construira dans les institutions? Ce qu'on voit, c'est que les institutions sont bloquées aujourd'hui. Elles ne sont plus facteurs et porteurs d'aucune dynamique depuis 2017. La scène politique est gelée, verrouillée. Vous pouvez prendre les chiffres comme vous les voulez depuis 2017. Tout est à l'arrêt où que ce soit. Le poids de chaque bloc, mis à part le Rassemblement national qui continue un peu à progresser, mais d'élection en élection, les blocs, la gauche, qu'elle soit de manière désorganisée avec différentes candidatures ou qu'elle soit rassemblée sous le même totem ou la même unité de la NUPES ou du Nouveau Front Populaire, est toujours dans ces mêmes étiages qui sont désormais en dessous de 30%. Voilà. Le bloc présidentiel, tout le monde pense que Macron est détesté. Il est détesté, mais à aux élections législatives, Emmanuel Macron, alors qu'il a été en première ligne dans la campagne, fait 22%. Voilà, vous ne pouvez pas faire comme si ça n'existait pas. Ça continue à exister. Donc, il ne reste pas de solution dans le champ institutionnel, et ça se traduit désormais à l'Assemblée nationale, où nous ne sommes même plus dans les régimes des partis, autrement dit, d'organisations qui feraient la jonction entre la scène populaire et le champ institutionnel. Nous sommes non plus au temps des partis, nous sommes au temps des groupes parlementaires. Ayez en tête que ce sont les groupes parlementaires les plus résiduels qui aujourd'hui décident de la vie politique et imposent l'agenda culturel et politique. D'abord, le LR avec ses 47 députés avec M. Barnier. Je rappelle qu'ils en avaient perdu une vingtaine au moment des élections du mois de juin. Puis M. Bayrou avec ses 36 députés du MoDem. Je rappelle que lui aussi a perdu un quart de son groupe aux élections législatives du mois de juin. Donc, on est dans une démocratie parlementaire résiduelle. Et c'est finalement les groupes parlementaires qui s'imposent aux partis, on le voit à chaque fois, et qui veulent donc imposer cette logique institutionnelle. Il ne reste aucune dynamique là-dedans. Tout ça est sclérosé. Les seules dynamiques, elles peuvent apparaître en dehors du champ institutionnel. Est-ce qu'elles apparaîtront demain? Est-ce qu'elles referont surface? Est-ce qu'elles feront résurgence, comme ça a été le cas avec les Gilets jaunes? C'est pas si simple que ça, et il faut, je crois, aujourd'hui travailler
toute cette frange qui est en dehors du champ institutionnel pour pouvoir, le moment venu, monter à l'assaut dans le champ institutionnel. Mais s'enfermer dans le champ institutionnel, commencer par travailler d'abord le champ institutionnel, est un projet vain aujourd'hui. Bien François, merci énormément pour cette analyse profonde, puissante, vraiment remarquable. Et comme on en a parlé, eh bien, tu es bienvenu pour continuer à nous éclairer. C'est vraiment très très intelligent. C'est bien dommage que tu ne sois pas le théoricien de certains partis politiques. On y gagnerait tous beaucoup. C'est comme ça pour le moment. En tout cas, on va te laisser retourner à tes élèves. Et bien, encore une fois, merci. Et on te dit à très très bientôt. Bonne continuation à tous. Merci pour l'invitation. C'était Salut. très apprécié. Dans les commentaires, on a pris énormément de commentaires très très positifs sur ce que tu nous as dit. C'est sympa, merci. Bah, j'irai regarder tout ça et ça sera l'occasion de prolonger la réflexion avec vous par vos messages. Merci. Merci. Ciao.